La rue du Cardinal-Mercier, silencieuse et déserte, se terminait en impasse sur une fontaine entourée de colonnades. De chaque côté, des porches massifs surmontés de caméras de surveillance donnaient sur des cours plantées d'arbres. L'empereur pressa son index contre une petite plaque d'aluminium qui devait être un dispositif d'identification biométrique. Un rideau métallique se leva aussitôt devant nous. Au fond de la cour, à demi caché par les platanes, je distinguais un petit hôtel particulier, cossu et élégant. Typiquement Second Empire. Je m'interrogeais. Ce n'était certainement pas son traitement de maître de conférence au premier échelon qui lui permettait d'habiter un endroit pareil. Alors quoi? Je ne sais pas pourquoi je m'imaginais mon jeune collègue vivant dans un décor minimaliste, épuré, avec beaucoup de blanc. L'ameublement, au contraire, était parfaitement conforme au style de l'immeuble. Tapissé de soie et de velours, le salon était rempli de sièges confortables, de guéridons ornés de marqueterie et de nacre. Un très grand tableau de style pompier, qui était probablement un Bouguereau authentique, trônait au-dessus d'une cheminée très ouvragée. Je pris place sur une ottomane tendue d'un reps verre-bouteille, avant d'accepter un alcool de poire. « On peut essayer de savoir ce qui se passe, si vous voulez, » me proposa-t-il en me servant. « Non, je sais bien qu'il n'y aura rien sur les chaînes info. Sur CNN peut-être, si vous avez une parabole. » J'ai essayé ces derniers jours, rien sur CNN, rien sur YouTube non plus. Mais ça, je m'y attendais. Sur YouTube, des fois, il passe quelques images, des gens qui filment avec leur portable. Mais c'est très aléatoire. Et là, je n'ai rien trouvé. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé le blackout total. Je ne comprends pas ce que recherche le gouvernement. Là, à mon avis, c'est clair. Ils ont vraiment peur que le Front National ne gagne les élections. Et toute image de violence urbaine, c'est des voix en plus pour le Front National. C'est l'extrême droite maintenant qui essaie de faire monter la pression. Évidemment, les mecs réagissent au quart de tour dans les banlieues. Mais si vous regardez, chaque fois que c'est parti en vrille ces derniers mois, il y avait au départ une provocation anti-islam. Une mosquée profane et une femme obligée d'enlever son niqab sous la menace. Enfin, un truc de genre. Et vous pensez que c'est le Front National qui est derrière? Non, non, ils ne peuvent pas se le permettre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Disons qu'il y a des passerelles. Il termina son verre, nous resservit et se tut. Le Bouguereau au-dessus de la cheminée représentait 5 femmes dans un jardin, les unes vêtues de tuniques blanches, les autres à peu près nues, entourant un enfant nu, aux cheveux bouclés. L'une des femmes nues cachait ses seins de ses mains, l'autre ne pouvait pas, elle tenait un bouquet de fleurs des champs. Elle avait de jolis seins, et l'artiste réussissait parfaitement à se draper. Ça datait d'un peu plus d'un siècle et ça me paraissait si loin. La première réaction était de rester interdit devant cet objet incompréhensible. Lentement, progressivement, on pouvait essayer de se mettre dans la peau d'un de ces bourgeois du 19e siècle, d'un de ces notables en redingote pour lesquels avait été peint ce tableau. On pouvait, comme eux, éprouver les prémices d'un émoi érotique devant ces nudités grecques. Mais c'était une remontée dans le temps laborieuse, difficile. Maupassant, Zola, même Huysmans, c'était d'un accès beaucoup plus immédiat. J'aurais probablement dû parler de cela, de cet étrange pouvoir de la littérature. Je décidai pourtant de continuer à parler politique. J'avais envie d'en savoir plus, et il paraissait en savoir plus. Enfin, c'est l'impression qu'il donnait. Vous avez été proche des mouvements identitaires, je crois. Mon ton avait été parfait. Homme du monde intéressé, curieux sans plus, neutralité bienveillante avec un soupçon d'élégance. Il sourit franchement, sans réserve. Oui, je sais que le bruit s'est répandu à la fac. J'ai appartenu en effet à un mouvement identitaire, il y a quelques années, au moment où je préparais ma thèse. C'étaient les identitaires catholiques, souvent royalistes, des nostalgiques, des romantiques au fond, des alcooliques aussi, dans la plupart des cas. Mais tout ça a complètement changé, j'ai perdu le contact et je crois que si j'allais à une réunion, je ne reconnaîtrais plus rien. Je me tue méthodiquement. Quand on se tait méthodiquement en les regardant droit dans les yeux, en leur donnant l'impression de boire leurs paroles, les gens parlent.
Ils aiment qu'on les écoute. Tous les enquêteurs le savent. Tous les enquêteurs, tous les écrivains, tous les espions. Voyez-vous, reprit-il, le bloc identitaire était en réalité tout sauf un bloc. Il était divisé en multiples fractions qui se comprenaient et s'entendaient mal. Des catholiques, des solidaristes apparentés à troisième voie, des royalistes, des néopariens, des laïcs purs et durs venus de l'extrême gauche. Mais tout a changé au moment de la création des indigènes européens. Ils s'étaient inspirés au départ des indigènes de la République en prenant l'exact contre-pied, et ils ont réussi à délivrer un message clair et fédérateur. Nous sommes les indigènes de l'Europe, les premiers occupants de cette terre, et nous refusons la colonisation musulmane. Nous refusons également les firmes américaines et le rachat de notre patrimoine par les nouveaux capitalistes venus d'Inde, de Chine, etc. Ils citaient Geronimo, Cochise, Sitting Bull, ce qui était plutôt à droite. Et surtout, leur site internet était graphiquement très innovant, avec des animations saisissantes, une musique qui bougeait bien. Ça leur a attiré un public nouveau, un public de jeunes. Vous pensez vraiment qu'ils veulent déclencher une guerre civile? Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais vous montrer un texte paru sur le net. Il se leva, passa dans la pièce à côté. Depuis que nous avions pénétré dans son salon, les bruits de fusillade semblaient avoir cessé. Mais je n'étais pas sûr qu'on puisse les entendre de chez lui. L'impasse était extrêmement calme. Il revint et me tendit une dizaine de feuilles agrafées imprimées en petits caractères. Le document était en effet très clairement intitulé « Préparer la guerre civile ». Bon, il y en a beaucoup du même genre, mais c'est un des plus synthétiques avec les statistiques les plus fiables. Il y a pas mal de chiffres parce qu'ils examinent le cas de 22 pays de l'Union européenne. Mais leurs conclusions sont partout les mêmes. Pour résumer leur thèse, la transcendance est un avantage sélectif. Les couples qui se reconnaissent dans l'une des trois religions du livre, chez lesquels les valeurs patriarcales se sont maintenues, ont davantage d'enfants que les couples athées ou agnostiques. Les femmes y sont moins éduquées, l'hédonisme et l'individualisme moins prégnants. La transcendance est par ailleurs, dans une large mesure, un caractère génétiquement transmissible. Les conversions ou le rejet des valeurs familiales n'ont qu'une importance marginale. Les gens restent fidèles, dans l'immense majorité des cas, au système métaphysique dans lequel ils ont été élevés. L'humanisme athée, sur lequel repose le vivre ensemble, laïque, est donc condamné à brève échéance. Le pourcentage de la population monothéiste est appelé à augmenter rapidement, et c'est en particulier le cas de la population musulmane, sans même tenir compte de l'immigration qui accentua encore le phénomène. Pour les identitaires européens, il est admis d'emblée qu'entre les musulmans et le reste de la population doit nécessairement, tôt ou tard, éclater une guerre civile. Ils en concluent que s'ils veulent avoir une chance de gagner cette guerre, il vaut mieux qu'elle éclate le plus tôt possible, en toute hypothèse avant 2050, et de préférence bien avant. Ça me paraît logique. Oui, sur le plan politique et militaire, ils ont de toute évidence raison. Reste à savoir s'ils ont décidé de passer à l'action maintenant et dans quel pays. Le rejet des musulmans est à peu près aussi fort dans tous les pays européens, mais la France est un cas tout à fait particulier en raison de son armée. L'armée française reste l'une des premières armées mondiales. Cette ligne a été maintenue, malgré les restrictions budgétaires, par tous les gouvernements successifs. Ce qui fait qu'aucun mouvement insurrectionnel ne peut espérer faire le poids si le gouvernement se décide vraiment à faire intervenir l'armée. La stratégie est donc forcément différente. C'est-à-dire, les carrières militaires sont des carrières courtes. À l'heure actuelle, l'armée française, armée de terre, de mer et de l'air confondus, comporte un effectif de 330 000 hommes si l'on y inclut la gendarmerie. Le recrutement annuel est d'à peu près 20 000 personnes. Ça veut dire qu'en un peu plus de 15 ans, l'ensemble des effectifs de l'armée française sera complètement renouvelé. Si les jeunes militants identitaires, et ce sont presque tous des jeunes, s'inscrivaient massivement au concours de recrutement des forces armées, ils pourraient en prendre le contrôle idéologique en un temps relativement bref. C'est la ligne qui est soutenue depuis le début par la branche politique du mouvement. Et c'est cela qui a provoqué il y a 2 ans la rupture avec la branche militaire, partisane du passage immédiat à la lutte armée.
Je pense que la branche politique va garder le contrôle et que la branche militaire n'attirera que quelques marginaux issus de la délinquance et fascinés par les armes. Mais la situation pourrait être différente dans d'autres pays, en particulier en Scandinavie. L'idéologie multiculturaliste est encore bien plus oppressante en Scandinavie qu'en France. Les militants identitaires sont nombreux et aguerris. Et de l'autre côté, l'armée n'a que les effectifs insignifiants. Ils seraient peut-être incapables de faire face à des émeutes sérieuses. Oui, si une insurrection générale doit se déclencher prochainement en Europe, elle viendra peut-être de la Norvège ou du Danemark. La Belgique et la Hollande aussi sont des zones potentiellement très instables. Vers 2 heures du matin, tout semblait s'être calmé et je trouvais facilement un taxi. Je félicitais l'empereur sur la qualité de son alcool de poire. Nous avions pratiquement terminé la bouteille. Bien sûr, cela faisait comme tout le monde des années, voire des dizaines d'années, que j'entendais parler de ces thèmes. L'expression « après moi le déluge » est tantôt attribuée à Louis XV, tantôt à sa maîtresse Madame de Pompadour. Elle résumait assez bien mon état d'esprit. Mais c'était la première fois qu'une idée inquiétante me traversait. Le déluge, en fin de compte, pourrait bien se produire avant mon propre trépas. Je ne m'attendais évidemment pas à avoir une fin de vie heureuse. Il n'y avait aucune raison que je sois épargné par le deuil, l'infirmité et la souffrance. Mais je pouvais jusqu'alors espérer quitter ce monde sans violence exagérée. Était-il trop alarmiste? Je ne le croyais malheureusement pas. Ce garçon m'avait laissé une grande impression de sérieux. Le lendemain matin, je fis une recherche sur YouTube, mais il n'y avait rien concernant la place de Clichy. Je tombai juste sur une vidéo assez effrayante, bien qu'elle ne comporte aucun élément violent. Une quinzaine de types entièrement vêtus de noir, masqués, cagoulés, armés de mitraillettes, s'étaient déployés suivant une formation en V et avançaient lentement au milieu d'un décor urbain qui évoquait la dalle d'Argenteuil. Ce n'était certainement pas une vidéo prise avec un téléphone portable. Le piqué était excellent et on avait rajouté un effet de ralenti. Cette vidéo statique, imposante, prise en légère contre-plongée, n'avait d'autre but que d'affirmer une présence, une prise de contrôle sur un territoire. En cas de conflit ethnique, je serais, mécaniquement, rangé dans le camp des Blancs. Et pour la première fois, en sortant faire mes courses, je rendis grâce aux Chinois d'avoir su depuis les origines du quartier éviter toute installation de Noirs ou d'Arabes, et d'ailleurs plus généralement toute installation de non-Chinois, à l'exception de quelques Vietnamiens. Il était quand même plus prudent d'envisager une position de repli, au cas où les choses viendraient à dégénérer rapidement. Mon père habitait un cabinet dans le massif des Écrins. Il avait depuis peu, enfin tout du moins, je ne l'avais appris que depuis peu, trouvé une nouvelle compagne. Ma mère déprimait à Nevers et n'avait d'autre société que son bulldog français. Cela faisait une dizaine d'années que je n'avais plus guère de leurs nouvelles. Les 2 baby-boomers avaient toujours fait preuve d'un égoïsme implacable et rien ne me portait à croire qu'ils m'accueilleraient avec bienveillance. La question de savoir si je reverrais mes parents avant leur mort me traversait parfois l'esprit, mais la réponse était à chaque fois négative, et je ne croyais même pas qu'une guerre civile puisse arranger l'affaire. Ils trouveraient un prétexte pour refuser de m'héberger. Il n'avait jamais été sur cette question à court de prétextes. J'avais eu des amis ensuite, plusieurs personnes. Enfin, à vrai dire, pas tellement. J'avais un peu perdu le contact. Il y avait Alice. Je pouvais sans doute considérer Alice comme une amie. Dans l'ensemble, depuis ma séparation d'avec Myriam, j'étais extrêmement seul.